Bon, salut Julie. Hello. Te trouver dans cette interview qui j'espère va te plaire. Mhm. Donc avant de commencer avec mes questions, est-ce que tu peux te présenter pour les gens, s'il te plaît? Absolument. Donc moi, mon nom, c'est Julie Lepage. J'ai 30 ans et je suis cofondeur de la société Closer Evolution. Ok, cool. Donc tu fais du closing. Exactement, du high ticket closing. Absolument. Eh bien, donc l'objectif de toutes mes interviews, c'est un peu d'aider les gens à comprendre comment fonctionne le mindset d'un entrepreneur. De Mhm. montrer, de rassurer les gens dans le fait que ce sont des gens qui sont normaux, voilà, qui ont une vie, qui ont une vie comme tout le monde et juste, ils sont, ils ont su cerner les opportunités, puis, su réfléchir des bonnes manières. Mhm. D'accord. Alors on va commencer assez simple et je vais te demander quel enfant tu étais? Quel enfant j'étais? Alors la bonne question, j'étais l'enfant sage, puisque du coup, j'ai pas eu la chance d'avoir un frère ou une sœur. J'ai eu un demi-frère et une demi-sœur, mais qui étaient bien plus âgés que moi. Donc l'enfant gâté, hein, aussi, effectivement. Et puis ouais, une enfant très sage, pas trop perturbatrice et qui essaye d'être le maximum dans les clous possibles à l'école. Donc je me mettais la pression moi-même pour être douée à l'école, en tout cas. D'accord, donc tu étais ces élèves qui travaillent bien à la maison, qui essaient d'avoir des bonnes notes, C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Je fais aussi partie de ces enfants. Alors, je sais pas si ceux qui nous écoutent vont se reconnaître, mais de ces enfants où leur maman, à Noël, elle leur offre bien sûr des cadeaux, mais elle leur offre aussi des logiciels pour mieux parler anglais, des dictionnaires. J'avais le droit au cahier de vacances tous les étés. Donc oui, je fais aussi partie de ces enfants-là. d'accord et ça te plaisait d'être comme ça? Écoute, je crois que je me suis jamais posé la question. Je crois que c'était simplement, un petit peu ce qu'on attendait de moi. Ce qui me plaisait, c'était avoir des bons résultats, ça c'est clair. Ça m'a encore plus plu, quand j'ai pris mon indépendance puisque j'ai quitté la maison à 18 ans pour commencer des études d'hôtellerie, donc rien à voir avec le closing et là ça m'a vraiment, challengée. Là, j'aimais le challenge, mais plus jeune en tout cas, les résultats me plaisaient. Avoir des résultats me plaisait. Travailler énormément, un peu moins. Mais bon, tant qu'il y avait les résultats, tu étais C'est prête à ça. faire, ces sacrifices Ouais, tout à fait. et même si tu étais une enfant sage, est-ce que tu te rappelles avoir fait, une sorte de grosse bêtise, un truc dont tu te souviennes qui t'a marqué un petit peu? Écoute, non, j'ai un conjoint qui, lui, au contraire, a une enfance très enfin, lui, il a eu 2 frères aussi, donc c'est normal. En même temps, quand on a des frères et sœurs, je pense qu'on Ça fait aide. plus de bêtises. En tout cas, on a quelqu'un avec qui en faire. Je me souviens pas avoir fait de bêtises. Par contre, je me souviens, avoir eu une relation très conflictuelle avec ma maman, on va dire vers les 12-13 ans. Donc j'ai pas eu le temps, entre guillemets, de faire une crise d'adolescence puisque au moment où j'ai dû commencer à la faire, ma maman a eu malheureusement un cancer du sein. Donc elle a réussi à le combattre. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais du coup, ça a vraiment calmé ma crise d'adolescence. Mmh. Donc on va dire que la seule bêtise que j'ai faite liée à cette relation conflictuelle, c'est que je lui ai cassé son collier préféré, que j'ai dû bien sûr repayer après, hein, voilà, D'accord. naturellement. Mais voilà, c'était le début de la crise d'adolescence, donc on était très conflictuelles toutes les deux. Et à cause ou grâce, il faut voir les deux points de vue au cancer, du coup on s'est rapprochés énormément toutes les deux. OK et donc même, du coup, même à l'école, tu pas tu Non, franchement, j'étais toujours dans les clous et quand il y avait une heure de colle dont je bénéficiais, c'était toujours une heure de colle collective parce qu'il y en avait un qui avait fait une bêtise et qui voulait pas se dénoncer. Donc, j'ai jamais eu une heure de colle liée à ce que moi je faisais. Et même une heure de colle collective, pour moi, c'était la fin du monde, quoi. Je me disais, mais comment je vais annoncer ça à mes parents? Mon Dieu, les pauvres, ils vont être déçus alors que j'y étais pour rien. Donc, ouais, j'étais très, très cadrée, quoi. Non, j'ai jamais fait de grosses bêtises. Bon, j'ai bien dû sécher les cours à 16 ans, comme tout le monde, avec la bande de copains, mais je crois que c'est la pire bêtise que j'ai pu faire. ça va, ça reste raisonnable Oui, ça va, ouais. et du coup, c'est marrant de montrer, parce que je vois souvent dans les
chez les entrepreneurs, ils aiment bien faire en storytelling, montrer un scénario catastrophe en mode, le cancre, qui a réussi ou, le mec il était à la rue, il a réussi et c'est bien de montrer qu'aussi il y a des gens, normaux, qui ont une vie normale, qui ont fait, leurs études, qui étaient sages à l'école, qui ont des bonnes notes et qui finalement arrivent quand même à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Il faut pas être forcément, décalé par rapport à la société pour le devenir. Exactement, ouais, exactement. Il faut pas non plus avoir forcément vécu, un drame, familial, pour arriver Voilà, à ce genre de situation, enfin, en tout cas, pour arriver à l'entrepreneuriat non plus. exactement, on a le droit d'être normal, c'est pas grave. Exactement, ouais, tout à fait. Et est-ce que tu as un métier que tu rêvais de faire quand tu étais petite? Alors, quand j'étais petite, je suis passée par beaucoup de métiers. Je suis passée par pharmacienne. Alors, me demande pas pourquoi, je crois que c'était le côté je crois que j'ai toujours aimé, en fait, avoir un planning chargé. J'ai toujours aimé ça, avoir beaucoup de choses à faire, ne pas m'ennuyer. Parce que du coup, c'est vrai que quand on est, enfant unique, et que, bah, mes parents ont quand même un certain âge, hein, puisque mon papa a déjà eu 2 enfants avant moi. On n'avait pas des week-ends très actifs. Eux étaient entrepreneurs, ils avaient leur propre entreprise, donc beaucoup de choses à faire. J'ai toujours connu une maman, en train de faire la comptabilité tous les soirs à la maison. J'ai toujours connu un papa qui avait besoin de se relaxer parce qu'il avait beaucoup travaillé la semaine. Et donc, si tu veux, je m'ennuyais quand j'avais pas quelque chose à faire. Vraiment, je m'ennuyais tout de suite, quoi. Et donc, j'ai toujours aimé avoir un planning bien rempli. En fait, c'est toujours ça qui m'a challengée. Plus mon planning est rempli, plus je fais de choses dans ma journée, en fait. Et le côté, en tout cas là où on habitait, on allait toujours dans la même pharmacie et le mec était toujours ultra débordé. Je me suis dit: «Putain, c'est cool, j'aimerais bien faire ça». Et puis après, je suis passée à serveuse parce que pareil, on habitait la région parisienne et les serveurs dans les cafés parisiens, tu les vois, ils sont toujours débordés. Donc je suis passée par serveuse. Et puis après, il y a eu le métier de l'hôtellerie, le métier de réceptionniste plus particulièrement, ce côté très luxe, parce que j'ai toujours voulu travailler dans des hôtels 4 ou 5 étoiles. Et puis ce côté aussi très, très busy, parce qu'on est tout le temps très occupé quand on est Mmh. à la réception d'un hôtel de luxe, tout le temps. Ah, du coup, finalement, quelque part, tu es resté dans le luxe, tu fais du high ticket, tu étais dans la l'hôtellerie de luxe. C'est ça. Oui, un peu, ouais, 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 c'est vrai. J'ai jamais eu cette réflexion, mais maintenant que tu me le dis, ouais, tout à fait. Et du coup, ouais, ton parcours scolaire, tu fait tes avant d'arriver dans l'hôtellerie, du coup, après, tu es allé jusqu'au bac? Ouais, j'ai fait un bac économique et social avec, alors attends, l'option en seconde, c'était art et après l'option, ça a été les langues renforcées. Donc j'avais beaucoup plus de cours d'allemand, que les autres. Bac ES obtenu, on va dire presque à la limite, hein. Je crois que j'avais 12 de moyenne générale, donc c'était un peu chaud. C'était un peu chaud. Ce qui m'a beaucoup déçue parce que du coup, effectivement, comme je te l'ai dit, je travaillais beaucoup. Mmh. Bon, j'ai quand même redoublé ma seconde. On a quand même préféré me faire redoubler ma seconde avant que j'arrive en première et que je me noie, sous plein de connaissances que j'avais pas pu acquérir en seconde. Donc on a quand même préféré me faire redoubler ma seconde, ce qui a été vécu comme un un énorme échec. Mais bon, maintenant peu importe, c'est quelque chose qui me fait plus rire qu'autre chose. Donc après le bac économique et social, c'est là où j'ai décidé de bifurquer dans l'hôtellerie-restauration. Et quand tu viens d'un bac général, en fait, et que tu veux aller dans l'hôtellerie-restauration, il faut que tu fasses ce qu'on appelle une année de mise à niveau. C'est Ouais. une année qui n'est pas comptée dans tes années d'études, mais pourtant, c'est quand même une année d'études parce que là, tu dois te mettre à niveau des personnes qui ont fait un CAP avant toi et qui donc du coup sont dans l'hôtellerie depuis bien plus longtemps que toi, qui a eu un bac général. Donc tu fais une année de mise à niveau et ensuite j'ai fait 2 ans de BTS responsable hébergement à référentiel européen, donc au lycée Alexandre Dumas et Ilkirch, donc près de Strasbourg. Donc là j'ai quitté papa-maman, j'ai trouvé l'indépendance. Et puis après je suis repartie sur Toulouse, donc j'ai toujours beaucoup bougé en France. Je suis repartie sur Toulouse pour une licence professionnelle d'1 an qui m'a pas servi à grand chose, je t'avouerai. Mais voilà, c'était le prestige de se dire j'ai fait la licence. Voilà. C'est ton, dernier diplôme, quoi, la licence, c'est ça? Ouais. Ouais, bah si tu comptes pas le high ticket closing, puisqu'il y a une certification une fois que tu fais la formation high ticket closer de Danlock, tu obtiens une certification. Mmh. Si tu comptes pas ce diplôme-là, en tout cas, oui, la licence pro, c'est mon dernier diplôme, ouais. OK. Top.
après on reparlera un petit peu de la suite du parcours, et en attendant, Mmh. quelles sont tes passions, à part le high ticket? Alors mes passions, alors je peux pas dire vraiment que ce soit, une passion. C'est-à-dire que pour moi, en fait, si tu veux, la passion, je vois vraiment quelque chose comme, tu passes, 80 de ton temps, dessus. En tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est, les animaux. J'ai toujours été entourée d'animaux et pour moi, une vie équilibrée, ma vision de la vie équilibrée, c'est une vie aussi avec des animaux. Mmh. Le voyage, j'adore voyager. Je m'éclate à parler anglais. Si je pouvais parler anglais toute la journée plutôt que français, ce serait magnifique. J'adore voyager, vraiment découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles cuisines aussi. J'adore énormément cuisiner. Le sport, ça c'est quelque chose que je n'aimais pas jusqu'à ce que je rencontre, mon partenaire actuel qui lui est un grand sportif et il m'a convertie. Sauf que voilà, maintenant je suis presque à 8 mois de grossesse, donc le sport c'est terminé depuis un petit moment, donc j'ai hâte que ça reprenne. Et puis surtout, ouais, ce qui me «passionne» entre guillemets, c'est mon entreprise, hein. C'est ce qui fait, 80 de mon temps aujourd'hui. Mmh. Et c'est quelque chose que j'adore, au quotidien, et heureusement, parce que si c'est 80 de mon temps pour quelque chose que j'aimais pas, ce serait compliqué. Et oui, c'est vrai que c'est tout l'intérêt normalement de l'entrepreneuriat, même si certains, s'engouffrent dans des choses qu'ils veulent pas faire quand même, mais c'est de Mmh. pouvoir, allier, bah, en fait, une vie qui nous avoir c'était quoi ce dicton qui dit, «Tu plus l'impression de travailler, un seul jour de ta vie», en gros Ouais, si tu travailles dans oui, ta si tu fais ce que passion. tu aimes, en fait. Oui, si tu Ouais, fais ce que tu aimes, en fait, tu auras pas l'impression de travailler un seul jour de ta vie, ouais. C'est c'est ça, complètement vrai. c'est et ça, ouais. et quoi du coup comme sport? Alors, muscu, crossfit, Ouais, crossfit, tout ce qui est très, cardio, donc tout ce qui est, Tabata, HIIT et cetera. Donc tout ce qui est très, très intense, très intense. court mais intense. Ouais, c'est ça, efficace. Cool. Est-ce que tu es capable de nous donner ton plus gros défaut? Écoute, si tu m'avais demandé ça il y a 2 ans, je t'aurais dit le côté perfectionniste. J'ai toujours ça c'est lié aussi à mon enfance, hein, comme je t'ai dit, plus tôt. J'avais toujours besoin d'être, non pas la meilleure, mais de faire les choses de la meilleure manière possible. Donc j'avais ce côté perfectionniste. Mais je pense que ce côté-là est en train de s'effacer petit à petit. Je vis avec un conjoint qui lui, au contraire, tu sais, il y a différents types de personnalités. Oui. Et moi, j'étais très, to-do list, organisation, il faut que les choses soient faites dans un sens et pas dans un autre. Euh, M'organiser qu'un planning, enfin tu vois, toujours très cadré. Et lui, au contraire, c'est très freestyle, très, très fun, très freestyle. Si c'est pas fait, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête, etc. Et donc, en fait, il est en train de gommer petit à petit ce défaut que j'avais. Donc, je te dirais, aujourd'hui, mon plus gros défaut, c'est peut-être l'impatience. J'ai envie que les choses arrivent vite. Mmh. J'aime pas trop attendre, je t'avouerai. Ouais, et c'est vrai que ça reste ouais, c'est compliqué des fois en entrepreneuriat, on a un truc en tête, on le met en place et on a vite envie d'avoir les C'est ça. résultats et il faut patienter, c'est pas toujours, Exactement, exactement. Mais après, c'est aussi dans la vie personnelle, hein. Je vois, on a qu'une hâte, c'est que bébé arrive. On est très impatient. Et pourtant, quand tu es entrepreneur, franchement, tu vois pas le temps passer. J'ai l'impression que c'était hier qu'on m'annonçait la grossesse et j'en suis déjà presque à 8 mois. Donc en même temps, le temps passe tellement vite, mais en même temps, tu as aussi envie qu'il y ait plein de choses qui arrivent. J'ai envie qu'il arrive vite et en même temps, j'ai vite envie de reprendre du sport. Et tu vois, il faut que tout se passe vite. Et en même temps, on cherche toujours un moyen d'optimiser le temps pour justement prendre plus de temps sur les choses qui nous sont importantes. Donc c'est très paradoxe, paradoxal. ouais. Bah, profiter en gros, dernier mois quand même pour dormir, c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ce que tout le monde nous dit. Il y a toujours un avant et un après, la parentalité. Donc on essaye d'en profiter encore un peu. C'est ça. Les 2 sont bien, mais c'est des vies différentes.
Oui, c'est ça, ouais. Moi, je pense que c'est toute une question d'organisation. C'est vrai que, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas, enfin qu'on n'avait pas planifié, tout de suite, de devenir parent. Maintenant, ça se passe maintenant, c'est aussi très bien. On est toujours persuadé que si les choses se passent, c'est qu'il y a toujours une raison, pour qu'elles se passent. Rien n'arrive, 100 par hasard. Mais on est toujours choqués de voir à quel point les gens nous disent, «Ah, vous allez voir à quel point vous allez galérer». On se dit: «Mais» en fait, on voit ça un peu comme une nouvelle organisation, en fait, finalement. Que tu sois salarié ou entrepreneur, ta vie n'est qu'une question de réorganisation et d'organisation. Quelque chose arrive dans ta vie, bon, bah, voilà, tu as le choix. Soit tu t'adaptes et tu fais en sorte que tout se passe bien, Mmh. soit tu décides de ne pas t'adapter et de refuser un petit peu ce qui se passe. Et à ce moment-là, tu vas être dans la souffrance tout le temps. Donc c'est pareil, en fait, on voit la parentalité comme ben voilà, un nouveau planning auquel il va falloir qu'on s'adapte. On ne sera peut-être pas toujours 100% satisfait parce que Vincent et moi, on est des gros bosseurs. On aime travailler 10 heures par jour, c'est clairement pas ça qui nous fait peur. Mais voilà, on est conscient qu'il va falloir qu'on s'adapte. Il va falloir qu'on s'adapte, c'est clair. D'ailleurs, c'est un très bon adjectif, un très bon comment? Une très bonne chose pour un entrepreneur d'être capable de s'adapter. C'est ça. D'ailleurs, on le voit Ouais. souvent, c'est le parallèle, je sais pas s'il est bon, mais avec les personnes âgées, tu vois la Mhm. différence entre ceux qui refusent, l'avancée du monde et qui essayent Mhm. de lutter et de rester dans le passé et ceux qui, vivent avec leur temps et s'adaptent et qui finalement sont en meilleure forme, sont toujours plus joviales, tout ça. Mmh. Exactement, mais c'est pas forcément même qu'avec les personnes âgées, on voit aussi dans nos entourages. Vincent et moi, on a commencé à s'intéresser au développement personnel depuis maintenant 2 ans. Donc on lit beaucoup de livres sur la spiritualité, le développement personnel, etc. On fait le Miracle Morning, je sais pas si tu connais. Si, si, je connais bien, ouais. Mmh. Voilà, donc on fait le Miracle Morning depuis maintenant 2 ans. Alors il y a toujours des hauts et des bas, hein, mais en tout cas on essaye de maintenir le cap. Et c'est pareil, on voit dans nos entourages ou nos amis ou nos connaissances, ceux qui, entre guillemets, sont insatisfaits de leur vie, mais pourtant ne vont rien changer pour faire en sorte de devenir satisfaits, tu vois? Eux aussi, ils ont un certain blocage sur, ce qu'ils doivent faire et pas faire, tu vois? Donc c'est pas forcément que les personnes âgées, mais en tout cas, effectivement, c'est un bon parallèle. Mais malheureusement, c'est pas que les personnes âgées. Ouais. Bon, du coup, je note qu'il faudra que je t'interviewe, allez, dans 1 an quand tu auras eu le début de la parentalité. Ouais, j'espère que ce sera positif. Il y a pas de raison, mais il y aura forcément des Non, choses qui auront évolué sur l'organisation. c'est ça, exactement, exactement. Et là, j'espère que j'aurais dit adieu à mon côté, perfectionniste, pour de bon, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Est-ce que tu as un secret, un truc que tu as jamais dit en grand public et que tu voudrais partager ici? Hem, Désolé, je fais une petite coupure dans ce podcast, juste pour t'annoncer que la réponse de Julie va un petit peu couper sur les, 2-3 prochaines minutes et qu'après je fais on a eu une coupure, pendant notre interview, donc tu devrais, l'entendre et après, normalement ça devrait revenir dans l'ordre. Donc je te laisse un petit peu, décrypter ce qu'elle dit. On arrive à comprendre, en tout cas moi sur le moment j'arrivais quand même un peu à comprendre et tout revient en ordre d'ici 2 minutes. un secret. Allez, oh, je sais, c'est difficile cette question. Écoute, c'est pas il y a peu de gens qui le savent, il y a peu de gens qui le savent, mais hem, Vincent et moi, on s'est rencontrés dans l'hôtellerie. J'étais embauchée dans un hôtel, 4 étoiles à Mulhouse, en Alsace, en tant que chef réceptionniste et lui, il est arrivé en tant qu'assistant de restauration. Et puis on a fait un petit peu notre bonhomme de chemin dans cet hôtel, hem et on s'est mis en couple. Ce qui était, très compliqué puisque, il était à la fois censé être mon supérieur hiérarchique et on était censés être en couple. Donc c'était très compliqué. Donc on a essayé de le garder secret le plus longtemps possible jusqu'au moment où tout le monde, on l'a officialisé et tout le monde nous a dit: «Mais oui, mais ça on le savait déjà depuis longtemps». D'accord. Et si tu veux, le secret que j'ai à partager, c'est qu'en fait,
on était, bah, pour être très concret, traités comme de la merde, hein, par notre patron. On travaillait du 70 heures par semaine et en même temps, il fallait aussi développer notre couple parce qu'un jeune couple, ça se développe, hein. Ça se développe pas qu'au travail, ça se développe aussi, à la maison, à travers des vacances ensemble, des activités ensemble et tout ça. On était clairement privés. Mmh. Et le truc, c'est qu'on est arrivé au burn-out, lui et moi, et on s'est séparés. On s'est D'accord. séparés pendant 4 mois. Et ça, c'est quelque chose on ne dit pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un regard en fait, des autres. Il y a toujours un regard très critique des autres en me disant: Ouais. «Ah ouais, mais si vous êtes séparés, c'est qu'en fait, vous êtes pas vraiment faits pour être ensemble». Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas pourquoi, mais il y a toujours cette dire c'est une situation que l'on ment. Donc encore une fois, si tu fais le parallèle avec toute ma vie, Miss, je veux Parfait. être, le mieux possible partout, quitter avec un abandon de poste, ça a été très, très dur. Il a fallu d'abord que je perde 10 kilos, que je mange plus, que je dorme plus, avant qu'on me dise: «Bon écoute, Julie, maintenant c'est bon, tu fais un abandon de poste parce que là, c'est plus possible, quoi». Donc ça, c'est un secret qu'on ne dit jamais parce qu'on a toujours peur, du jugement des autres. Ouais. C'est pourtant quelque chose qu'on devrait avoir appris avec Attention, c'est le moment de la coupure. Tout de suite après, on retrouve un réseau normal. Du coup, j'en étais resté au fait que donc du coup, ça avait été très dur pour toi de faire un abandon de poste, chose que je peux, ouais, comprendre parce que ma femme aussi qui est très, bah, enfin pas, professionnaliste, enfin tu vois, qui fait, ouais, ouais, très ouais. attention, c'est le genre de truc qui est compliqué, à faire et donc du coup, ça s'était un peu coupé, à ce moment-là. D'accord, d'accord. Hem, Bah, écoute, c'est vrai que l'abandon de poste, c'est toujours déjà à la base, c'est quelque chose que, quand tu as une éthique, professionnelle, c'est quelque chose que tu as du mal à envisager. En tout cas, j'ai connu, dans cette entreprise parce qu'elle était évidemment, pas très stable, pour nous faire travailler 70 heures par semaine, tu te rends bien compte que c'est une entreprise qui était pas terrible non plus. Effectivement. On a déjà vécu, nous, en tant que patron, des abandons de poste de nos salariés et c'était vraiment compliqué à gérer. On se disait: «Mais pourquoi la personne fait ça, quoi?» Ouais. Et en fait, le truc, c'est que jusqu'au jour où tu te retrouves dans cette situation et tu te rends compte qu'en fait, le patron pour lequel tu bosses n'a absolument aucun intérêt, vis-à-vis de toi et de ta vie personnelle. Concrètement, que tu aies perdu 10 kilos, que tu dormes plus et que tu sois juste en situation de burn-out, c'est-à-dire que tu as plus envie de te lever le matin, tu as la boule au ventre quand tu vas au boulot parce que tu as juste dépassé ton seuil de tolérance, en fait, tout simplement. Il y a un moment donné où tu peux plus, bah, tu te rends compte que, moi, j'ai essayé de négocier, mon départ, mais ça n'a pas marché. Donc à un moment donné, j'ai dit: «Bon écoute, c'est pas compliqué. Soit je fais ce qui est bon pour moi et pour une fois dans ma vie, je pense à moi plutôt que de penser à ce que les autres vont penser de moi. Mmh. Soit je reste et là, franchement, ça risque d'être encore plus compliqué. Donc c'est vrai que l'abandon de poste, ça peut paraître comme un choix égoïste, mais en fait, finalement, c'est juste un choix, normalement raisonné. Ça doit pas être pris effectivement en 5 minutes comme décision. Mais quand on est arrivé à un point de non-retour, à un moment donné, il vaut mieux lâcher prise, quoi. Oui, oui, c'était la solution pour toi t'en sortir sinon, Exact, sinon tu étais exact, bloqué encore longtemps, quoi. exact. Ouais, c'est ça. Parce que déjà, aller au boulot, c'était compliqué parce que, bah, comme je t'ai dit, hein, 70 heures par semaine, beaucoup de boulot. À un moment donné, tu es fatigué, en fait, de cette situation. À un moment donné, tu es fatigué, tu en vois jamais le bout. Et puis en plus, voir, son ex, tous les jours au boulot, c'était encore plus compliqué, je te dirais, vu qu'on était déjà on avait décidé déjà de rompre tous les 2. Donc ouais, à un moment donné, j'ai dit: «Bon écoute, il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut que ça cesse» et comme, j'ai tendu, plusieurs fois la perche à mon employeur, il l'a refusé, donc à un moment donné, je pense qu'il faut juste lâcher prise, quoi. C'est dommage que ça se termine comme ça, Mmh. mais quand on a tout essayé et qu'à un moment donné, il y a pas de retour, il vaut mieux passer à autre chose, quoi. Ouais, c'est
C'est une bonne, enfin, de toute façon, il y a un moment donné, il faut trouver une solution. Exact, ouais, exact et si personne ne t'aide à trouver la solution, il vaut mieux que tu la trouves par toi-même. Tant qu'à faire, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as une petite, anecdote à nous raconter? Alors soit dans l'entreprise actuelle en étiquette, une anecdote avec un client, un employé ou enfin, je sais pas, un truc qui te vient en tête qui soit assez, sympa à partager? Écoute, c'est pas une anecdote en particulier, mais figure-toi que, bah, le principe du high ticket, c'est qu'en fait, tu rentres, toi, en tant que closer, tu rentres en contact avec ce qu'on appelle, le terme anglais, un influenceur. Mais bon, en France, ça peut être un coach, un conférencier, un infopreneur, et cetera. Mmh. Et j'avais vraiment envie, de closer pour quelqu'un, qui a les mêmes valeurs que moi. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment important, en fait. Tu ne peux pas closer pour quelqu'un en qui tu ne crois pas Ouais. ou pour quelqu'un en qui tu ne crois pas dans le programme que la personne vend. Et en fait, bah, figure-toi que maintenant je close, pour, une influenceuse avec qui ça se passe très bien parce qu'elle vend un programme, pour permettre aux femmes d'atteindre la carrière de leurs rêves sans passer par la case burn-out. Et quand j'ai vu son programme, je me suis dit: «Mais purée, si j'avais eu ce programme-là et si j'avais eu le mindset d'entreprendre, de dépenser une certaine somme d'argent pour justement éviter une situation ben, de burn-out et du coup d'abandon de poste, mais ça aurait changé, pas ma vie, mais ça aurait changé en tout cas cette période, je l'aurais peut-être mieux vécu. Et donc du coup, je suis épanouie au quotidien dans ce que je fais parce que j'aide les femmes à justement éviter, cette case, burn-out, au plus possible. Et donc si tu veux, quand je les ai au téléphone, c'est toujours marrant parce que j'ai toujours l'impression de me reconnaître moi il y a 2 ans, puisque du coup cette situation, 2 ans et demi maintenant, elle était il y a seulement 2 ans et demi. Ouais, c'est récent. Heu, donc heu, donc j'ai toujours l'impression en fait de m'entendre moi, hem et c'est très douloureux quand elle raconte ça, c'est toujours très douloureux. Il y a toujours une façon, très, très douloureuse pour elles de raconter leur situation, actuelle qui est généralement, frustrante, conflictuelle et cetera. Bref, il y a plusieurs situations, mais j'ai toujours l'impression de m'entendre, moi et quand, je vois les résultats qu'elles ont, quand je vois la transformation qu'elles ont et quand, je vois leur sourire parce que des fois j'ai l'opportunité de les rencontrer en réel, sur Paris. Je me dis que je fais quelque chose de bien. Mon nouveau métier, c'est quelque chose de bien. Et du coup, je suis ravie au quotidien de pouvoir aider mon influenceuse à aider plus de femmes à sortir de ces situations. C'est un super truc que tu dis là, parce que enfin, je l'ai vécu et je pense que pas mal d'entrepreneurs l'ont vécu aussi, j'ai eu un métier qui a duré, 3 mois. J'ai vendu des panneaux photovoltaïques D'accord. pour une entreprise dans laquelle je croyais pas du tout. Ouais, J'ai ouais, essayé ouais. de bêtement appliquer des techniques, de vente et ça a Mmh jamais, mh. fonctionné. Mais ouais, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, tu vois, maintenant, c'est des gros clients pour moi. C'est des gens chez qui je suis allé en tant que client. Mmh mh. Donc dans le domaine du sport, j'y suis allé en tant que client et puis forcément ça a dévié sur, le marketing et tout ça et maintenant je m'occupe de leur marketing mais et puis je suis content de le faire parce qu'en fait, je suis à la fois l'avatar, le client idéal et à la fois le marketeur donc C'est ça. c'est très sympa de travailler dans ces conditions et tout le Et tout monde le monde est content, quoi. Ouais, ouais, voilà. c'est Et clair. toi Et toi, tu es beaucoup plus productif, en fait. Tu es beaucoup plus productif et tu as beaucoup plus de résultats, normalement. bah, Parce oui, que c'est pareil, je suis à la fois l'avatar de ce programme et en même temps, aujourd'hui, je travaille pour ce programme. Donc, pour moi, c'est le combo parfait, quoi. ouais, non, très bonne remarque, et aujourd'hui, donc tu me disais que vous étiez, capable de travailler, beaucoup. Finalement, les 70 heures, vous êtes capable de les faire dans la semaine. C'est Mais ça, bon, vous ouais. avez pas l'impression de travailler. C'est C'est vrai. quoi une journée type si, tant est il y en ait une? Franchement, c'est impossible d'avoir une journée type. Mmh. Mais je te dirais que, allez, on va dire, 60 de nos journées, c'est ça. On se lève à 5 heures du matin. On fait donc le miracle morning, donc
le Miracle Morning, si tu veux, il a une méthodologie Mmh. et puis après, tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui sont pas forcément adaptées à toi, donc on a fait notre propre Miracle Morning. Ouais, Donc moi, personnellement, j'écris, mes objectifs, donc c'est pas les objectifs de la journée, mais c'est les objectifs sur l'année. Donc si oui, tu veux, je les écris 365 fois, de manière à ce que ça puisque rentre. je les fais une fois par jour, voilà, exactement, de manière à ce qu'en fait, j'ai l'impression de déjà posséder ces objectifs. Méthode Harry Potter, hein. Voilà, un petit peu, mais méthode un peu bourrage de crâne aussi, je te dirais. Donc j'écris mes objectifs, je fais, du yoga depuis que je suis enceinte, puisque je suis très limitée, en sport. Ouais, Je fais de la respiration, je suis pas j'ai mes périodes méditation, je te dirais. ouais. En ce moment, c'est clairement pas la bonne période, j'ai beaucoup de choses en tête, donc j'ai du mal à rester focus. Mmh. Donc je fais de la respiration, ce qui m'aide tout aussi bien. Et je fais du coup des affirmations positives. Je récite un petit peu des mantras. Ouais. Donc ça déjà c'est le matin. Après il y a forcément le bon café, le petit déj et puis généralement allez quoi, à 8h, 8h30, on est déjà devant l'ordinateur avec Vincent. C'est, répondre aux mails, confirmer les rendez-vous qu'on a dans la journée puisqu'on a une entreprise de closing, mais nous on close encore en full time. Donc Mmh. on a encore des clients, hein, on close encore en full time lui et moi. Donc c'est confirmer les rendez-vous et puis après nos journées, oscillent entre soit du coaching, on propose du coaching aux personnes qui sont, des high ticket closers, récents, en tout cas qui sont dans la formation de Dan Lok depuis peu. Donc tout est en anglais, bien sûr, puisque le high ticket closing, c'est international. Hein, donc il y a aussi bien des gens d'Inde que d'Australie, de Russie, etc., etc. Donc tout se fait en anglais. Il y a du coaching avec nos équipes, puisqu'on a maintenant 12 closers dans notre équipe. Mmh. Donc il y a du suivi de leur performance, il y a du coaching, il y a écouter leur roleplay ou des vrais calls. Il y a aussi toute une partie suivi avec les influenceurs qui travaillent avec nous. Et puis après, il y a nos vrais calls à nous. Effectivement, notre closing à nous qui rentre aussi en ligne de compte. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus, mis à part que, du coup, comme, on est toujours à la recherche de comment optimiser son temps parce que finalement, si tu remarques bien, pour moi, la vraie richesse, de ce monde, c'est pas l'argent, c'est le temps. Parce que même, Bill Gates, même anciennement Steve Jobs, les personnes les plus influentes, les personnes les plus riches, étaient incapables d'acheter le temps. Le temps, ça ne s'achète pas. Personne n'a aucune maîtrise totale sur le temps. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de l'optimiser à 100%. Donc on recherche toujours avec Vincent des manières d'optimiser le temps, de manière à en perdre, le moins possible et à être le plus productif. Donc là, tu vois, récemment, on s'est décidé, tous les week-ends, on se fait nos repas, on fait nos meal prep de manière à ce que, tu vois, quand tu déjeunes, en fait, tu as juste à réchauffer ton truc. Ah, en mode, Euh, backpacking? ouais, voilà, c'est Vache. ça. Ouais, ouais. Si tu veux, on vit. Alors, les gens de l'extérieur nous disent, mais vous êtes complètement tarés, quoi, parce qu'on vit avec des tupes. Hein, il y a tout qui se met en tupperware, mais en même temps, ça sauve ta vie parce que c'est vrai que le week-end, du coup, tu passes une bonne matinée à cuisiner, ça c'est clair. C'est vrai que tu manges pas différemment tous les jours parce que sinon ce serait trop compliqué à gérer. Mmh. Mais tu optimises ton temps. Quand j'ai envie de manger, il est 13h, à 13h05, je suis à table. Et j'ai quasiment pas de vaisselle à faire. Donc là, c'est vraiment un moyen ultra pratique d'optimiser son temps. Donc on paraît de l'extérieur, on paraît parfois un petit peu pour des fous, mais ça c'est pas grave. Nous, on est très heureux d'avoir trouvé cette solution qu'on n'a absolument pas inventée d'ailleurs, mais en tout cas, on est très heureux d'avoir cette solution-là. Donc si tu veux, on déjeune généralement, on a un peu plus de temps pour du coup se relaxer un petit peu avant de repartir pour l'après-midi. Donc on se prend 1 heure de déjeuner. Et après, franchement, le soir, je te dirais, on n'a pas d'heure de faim. C'est parfois 18h, c'est parfois 19h, c'est rarement au-delà de 19h parce que on a compris que en fait, au-delà de 19h, on était plus productif. Donc on peut toujours travailler au-delà de 19h, mais au final, ça n'est absolument pas productif. Donc ça sert à Mmh. rien. À un moment donné, il vaut mieux se dire, ok, je suis debout depuis 5 heures du matin, il est 19h, à un moment donné, il faut lâcher prise aussi, quoi. On peut pas non plus être des machines. Mais voilà, des fois, ça déborde toujours, le planning déborde toujours un peu. Donc les journées sont, pour moi, elles se terminent plutôt vers 18h.
parce qu'avec la grossesse, on a toujours une fatigue, un peu en Mmh. plus. Vincent, ça peut être 19. Lui, il va au sport parce que du coup, lui, il peut continuer à faire du sport. Après, on dîne, et puis je t'avouerai que, le côté entrepreneurial voudrait, qu'on se mette à lire, avant d'aller se coucher parce qu'on sait qu'avoir des écrans à côté de nous et cetera, juste avant d'aller se coucher, c'est pas forcément le plus optimal. Mais je t'avouerai qu'en ce moment, on est tellement fatigués que pour l'instant, tu vois, c'est juste se regarder une série, un épisode d'une série et après dodo parce que c'est de toute façon, tu peux plus rien obtenir de nous. On est tellement fatigués que voilà. Donc c'est à peu près ce qui se passe en ce moment dans nos journées type, en tout cas. D'accord, c'est marrant que tu parles de productivité, parce que là, il y a enfin, au moment où on enregistre, je suis en train de lancer un atelier productivité, que je vends sur le laboratoire du web D'accord. et justement, j'y parle dedans parmi tant d'autres choses, des moments où on est plus propice à faire certaines tâches que d'autres C'est ça. et notamment le soir, tu es rarement certains peuvent y arriver, mais tu es rarement efficace à faire des trucs, où il faut beaucoup réfléchir, où il faut être, C'est enfin ça. concentré. Après, Concentré. ouais, moi je Ouais. sais que c'est des moments où je vais par exemple en profiter pour prendre des notes, sur des idées et cetera, enfin des choses qui sont no brain Mmh. et Mais en fait, la productivité, elle passe aussi par la connaissance de soi. Elle oui. passe par la logique et la connaissance de soi pour moi. Parce que tu vois, avant, dans le modèle classique qu'on avait, on se disait: «On fait le sport le soir, après la journée de travail». Le truc, c'est que quand il est 18:00, que tu commences déjà à avoir un peu faim parce que tu as pas eu de pause, dans ta journée, enfin, en tout cas depuis le déjeuner, que tu commences à avoir un petit peu faim, que tu es épuisé et que tu sais que là, tu dois te changer, te mettre en tenue de sport, prendre la voiture, aller à la salle de sport. Avant, 9 fois sur 10, on le faisait pas parce qu'on était de toute façon trop fatigués. Et c'est en ça l'intelligence du Miracle Morning. Avant que je sois enceinte, Vincent et moi, on était à 6 heures du matin à la salle. On a Ouais. la chance d'avoir une salle de sport qui ouvre de 6 heures à 23 heures. À 6 heures, on était au sport. À 7h30, on était à la maison. À 8 heures, on commençait la journée et on avait déjà, du coup, fait du sport, un peu lu, un peu, bah, du coup, fait les objectifs, la méditation, etc. Et en fait, c'est en soi, c'est ça la logique, c'est se dire: «Qu'est-ce que je suis capable de faire et quand?» Et donc ça, si ça passe, il faut que tu te connaisses, en fait, pour faire Oui. ça. Moi, je sais que personnellement, le moment où je suis la plus productive dans la journée, c'est clairement pas après le déjeuner et c'est clairement pas, à 18 heures. Donc je peux pas mettre des choses importantes à ce moment-là parce que, 9 fois sur 10, ça loupe. 9 fois sur Ouais. 10, tu vois que tu aurais pu mieux faire. Mais il y a des gens, Dan Lok, par exemple, tu vois, il est très productif au-delà de 19 heures. Lui, clairement, le moment où il est presque le plus smart, le plus focus, c'est la nuit. Et du coup, forcément, il se lève un petit peu plus tard. Bah, c'est OK, il n'y a aucun souci. Chacun a une façon de fonctionner différemment. Il faut juste, du coup, passer un certain temps à le chercher. Et pour ça, il faut accepter justement ce côté flexibilité, adaptabilité. C'est-à-dire que nous, on a mis, je ne sais pas, je te dirais peut-être 6 mois à comprendre ça. On essayait de changer notre planning en disant: «OK, bah, là, on va essayer de faire du sport le matin, on va voir comment on réagit». Et puis la semaine d'après, on disait: «Bon, bah, là, tu pas été super productif, donc on va essayer de mettre le sport le soir, puis on voit comment on réagit». Et donc tout ça, ça passe par une phase d'apprentissage. Mais une fois que tu maîtrises cette phase d'apprentissage, en fait, tu maîtrises le temps. Et ça, c'est pour moi une des clés de la réussite, et que tu sois salarié ou entrepreneur d'ailleurs. Ouais. Ouais, très bonne chose. J'ai l'impression de réentendre des passages de de l'atelier que j'ai fait. Heu, non mais c'est top, génial et du coup, est-ce que tu sais pourquoi, vous faites tout ça? Pourquoi vous vous construisez cette, vie? Pourquoi c'est, si important? Enfin, le fameux pourquoi qu'on entend dans Ouais, tous les devs perso, qu'est-ce qui fait que ouais. vous lâchez Le jamais, que ça why. vous fait plaisir de continuer et de tout ça? Écoute, ce pourquoi pour nous, il est ultra important. Alors ça va paraître très matérialiste, Pour mais chacun il le faut sien, voir hein. tout ce qu'il y a, ouais, mais il faut voir aussi tout ce qu'il y a à côté, en fait. Parler de l'argent en France, c'est toujours un peu tabou, mais mine de rien, on fait ça pour l'argent. Pourquoi? Parce que quand tu y réfléchis, en fait, quand tu as de l'argent, hem, tu as la liberté. Parce que quand tu as de l'argent, en fait, tu peux plus déléguer. Donc si tu délègues plus, tu as plus de temps. Et si tu as plus de temps, tu peux plus le placer, par exemple avec ton fils, avec ta famille, et cetera. Donc c'est vrai qu'on fait ça pour le côté très,
très altruiste, on a envie d'aider les gens autour de nous parce que le closing, c'est quand même fait pour aider à la base, hein, c'est pas forcément fait tout de suite pour se faire de l'argent, mais c'est fait pour aider. Donc il y a ce côté très altruiste et puis ce côté aussi, liberté, financière. C'est aussi ce côté financier parce que finalement, si tu veux être entrepreneur, tout le monde voit toujours ça comme une prise de risque parce qu'il faut que tu achètes un fonds de commerce, il faut que tu achètes les murs, et cetera. Là, si tu veux, on a fait un investissement presque minimal, de base, et pourtant on arrive déjà à des résultats financiers importants. Donc on voit le comment je pourrais dire, le potentiel de développement de l'entreprise et on sait que ça va nous apporter la liberté financière. Et la liberté financière, ça va nous permettre en fait de mettre nos proches en sécurité, ne serait-ce que, bah, je vois par exemple mes parents, malheureusement, bah, mes parents n'ont pas forcément les moyens financiers de donner une bonne maison de retraite à ma grand-mère, ce qui cause énormément de soucis et beaucoup de culpabilité de notre part à nous. Et je me dis, punaise, mais si l'argent n'était pas un problème pour nous, on pourrait lui permettre de finir ses jours dans des conditions plus optimales. Et c'est aussi ce que j'ai envie d'offrir à mes parents. Avoir plus d'argent, c'est aussi du coup bah, payer une meilleure école à ses enfants, c'est aussi bénéficier de systèmes de santé qui sont plus optimaux. Donc si tu veux, pour nous, c'est vraiment ça le pourquoi en fait, c'est atteindre la vie de nos rêves qui est finalement aussi très altruiste et très tourné vers notre famille, le développement de notre famille, aider notre famille, etc. Et le côté aussi bah, aider les gens, parce que le closing, c'est aider les gens. C'est pas juste de la vente, c'est aider les gens. Mmh. Donc c'est deux pourquoi en un, en fait. Non, mais c'est cool et en fait, je m'aperçois que la majorité des gens qui réussissent, c'est que derrière, ils savent, enfin, il y a un vrai déclic au fond d'eux qui fait qu'ils savent qu'ils lâcheront jamais, ils le font parce que c'est logique, ça doit être fait Mmh. et la majorité des gens qui, je crois que j'en parle en productivité, je sais plus, la majorité des gens qui réussissent pas finalement, c'est qu'ils mettent leur projet comme étant, secondaire, ils le mettent pas en haut de la pile et ils le mettent plus en mode: «Oh allez, je vais essayer ça et si ça fonctionne, je changerai». Alors qu'en fait, Mmh. d'abord changer. Heu, Tu vois, par exemple, je suis en train de me mettre à fond dans le dans le minimalisme, Mmh. heu, D'accord. parce que personnellement, j'ai eu la enfin, plus ça allait et plus j'avais l'impression de me faire posséder par mes objets, d'en avoir trop autour de moi qui me servent à rien Mmh. et là, j'ai passé les annonces, pour en vendre. J'ai vendu, je sais plus, une trentaine de trucs, j'ai mis en annonce Mmh. et je sais qu'il y a eu un déclic qui fait que, je vais forcément aller dans ce sens-là dans les années qui viennent, mais parce qu'au fond de moi, je sais pourquoi je le fais, tu vois? Et je sais pas pourquoi j'en suis arrivé à placer le minimalisme ici, Mais pour ton pourquoi, je suppose? mais voilà, ouais, c'était pour montrer que les entrepreneurs ont aussi, un pourquoi qui est assez fort et même ceux qui n'arrivent pas à le définir avec des mots, parce que j'en connais, hein, qui sont entrepreneurs parce que, c'est juste logique pour eux et en Ouais, fait, c'est ça qu'ils ont aussi, mis ouais. ça au centre de leur vie et voilà, c'est normal, c'est comme ça. Ouais, il y en a qui sont faits pour ça, hein. Ouais. Jeunes, ils sont faits pour ça. Regarde Elon Musk, Ah bah, il j'ai lu une petite biographie sur lui, il y a pas longtemps. Le mec a 17 ans, heu, il s'est, heu, il s'est astreint à ne vivre qu'avec 1 € par jour parce qu'il savait très bien qu'en étant entrepreneur, il connaîtrait des phases de down, de crise financière et que du coup, s'il était capable de vivre avec 1 € par jour, du coup, il se permettrait de devenir entrepreneur. C'est quand même fou le mindset qu'il a à 17 ans, quoi. Ah mais lui, C'est il quand est même, c'est quand même j'ai lu incroyable. enfin j'ai écouté toute son livre, sa biographie, hein Mmh mh. et c'est vrai qu'il est assez hallucinant parce que le mec, il génère des milliards et ça lui est arrivé plusieurs fois d'être, à quasiment enfin même à découvert, enfin d'être en ras C'est des ça, dans la banqueroute. alors qu'il avait des milliards juste avant quoi et ça se joue à l'espace de quelques jours. Le mec, il va aller chercher des ouais, mais lui, il a un gros Et pourtant, il a pas l'impression enfin, quand tu écoutes un petit peu ce qu'il dit, c'est que c'est pas «la mer à boire» entre guillemets, c'est pas grave, ça fait partie de l'équation en fait
de plus avoir, d'argent d'un coup et puis, le lendemain d'en avoir beaucoup. C'est Donc vrai. c'est ça qui est assez impressionnant parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à être très, Mais en fait, c'est qu'on est très formaté. flippés par rapport à l'argent, quoi. Mais c'est parce qu'on est formaté, à certaines Oui, choses, on est aussi, ouais. formaté à certains montants. Par exemple, dès que tu vas gagner entre 1 000 et 3 000, ça va, c'est normal. Mmh. Et puis dès que tu vas parler de 10, 20, 30 000, 100 000 par mois, il y a un blocage, tu te dis: «Bah, c'est pas possible» et les gens du coup, se se bloquent sur plein de choses. Mmh. Exactement, ouais, et le côté entrepreneur aussi, il y en a certains qui sont juste, faits, c'est juste comme tu disais, juste l'évidence, pour eux de devenir entrepreneur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est clair que quand tu deviens entrepreneur, il y a quand même plus de sacrifices que tu fais. Enfin, pas plus de sacrifices, on va dire que c'est des sacrifices différents. Le mindset d'un entrepreneur, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a compris que il allait devoir sacrifier peut-être, les premières années de sa vie, pour justement en profiter plus tard. Tandis qu'en fait, quand on est salarié, finalement, c'est l'inverse. On en profite maintenant parce qu'on a encore 5 semaines de congés payés, on a encore, les jours fériés peut-être dont on bénéficie, on a encore, peut-être, les vacances qu'on peut choisir quand est-ce qu'on les met et cetera. On a quand même quelques avantages et du coup, quand tu te retrouves à la retraite et que tu n'as pas grand-chose pour vivre, c'est là où justement tu passes dans le côté inverse et tu te dis: «Ben, si j'avais su» et nous, on veut surtout pas ce «si j'avais su». C'est quelque chose on fait aussi ce côté entrepreneurial parce qu'on ne veut pas, De regret. se retrouver sur son lit de mort et se dire, «Ah, si j'avais su un jour, j'aurais ouvert une entreprise». Au moins, on a essayé. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Un business, ça peut très bien fonctionner, comme ça peut très bien, arriver à, ben, finalement, à rien, hein, devoir le quitter. On ne sait pas ce que ça va donner, mais au moins, on n'aura pas le regret de se dire: «Si on avait essayé» et ça, c'est aussi ultra important pour nous et ça, c'est quelque chose avec lequel vous devez être en paix si jamais vous décidez de devenir entrepreneur. C'est de se dire que voilà, il y a peut-être plus de sacrifices sur le moment parce que tu investis beaucoup de ton temps, tu investis beaucoup d'argent, tu investis beaucoup d'énergie, mais au moins tu te dis au moins j'aurais essayé parce que si ça fonctionne, c'est bingo. Tu auras tout gagné, tu auras gagné la liberté financière et la liberté de choisir ton temps. Et ça pour moi, c'est quelque chose qui est très important, ne pas avoir de regrets plus tard. C'est une très bonne, philosophie que je partage. Alors on va faire, 2 petites questions qui sont, plus simples, juste pour le fun. Mmh mh. Heu, Tu me disais que tu adorais les animaux. Mmh mh. Quel est ton animal préféré? Oh bah, c'est pas compliqué, c'est le chien, hein. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Pour moi, c'est l'animal parfait, c'est à la f tu peux être en symbiose, complet avec, un chien. C'est un peu le prolongement de toi-même, le chien. C'est fidèle et ouais, je m'épanouis beaucoup au contact des chiens. Donc du coup, vous en avez un? 2. 2. Ah bah oui. 2, mais ça nous est tombé enfin ça m'est, tombé dessus parce que Vincent à la base était pas du tout animaux, mais alors pas du tout. Lui, c'est quelque chose qui l'angoisse, les animaux et il a dû apprendre à vivre avec et maintenant ça se passe très bien. Mais c'est 2 petits chiens qui ont été, abandonnés. Donc Ouais. c'était pas forcément l'objectif que j'ai des chiens aussitôt parce que du coup, ils ont déjà 6 et 7 ans à peu près. Mmh. Parce que quand ils sont abandonnés, du coup, tu sais jamais vraiment quel âge ils ont. Mais voilà, ma première chienne, on l'a retrouvée, un 22 décembre, dans le jardin qui était à l'époque était pas clôturé et le deuxième encore pire, on l'a trouvé en Australie parce que Oh. j'ai fait un tu sais le working, visa holiday là, Ouais. en Australie pendant 1 an et puis on était dans un camping et puis d'un seul coup, il y a un petit chien, qui avait l'air tout perdu là, qui est venu nous voir. Alors on a essayé de comprendre les systèmes australiens, le système de SPA et cetera et comme je suis tellement fan des animaux, j'ai dit: «Non, c'est pas possible, il peut pas aller à la SPA là-bas, c'est pas possible, c'est pas humain». Donc hop, tant pis, on le ramène avec nous et donc il a fait le voyage depuis l'Australie, et il est avec nous maintenant depuis plusieurs années et c'est un vrai bonheur, au quotidien. C'est chouette. Hem, Est-ce qu'il y a un super pouvoir que tu aimerais avoir? Parce que dans les Ouais, films, dans les séries, on voit toujours des super pouvoirs qui nous font rêver. ouais, ouais, ce serait de rallonger le temps.
On Comme je revient t'ai dit, au on a temps. toujours l'impression de manquer de temps. On a toujours l'impression de de pas avoir assez profité, de pas avoir assez fait ceci, pas avoir assez fait cela. Et donc, le super pouvoir que je voudrais, ce serait d'avoir une comment je pourrais dire? Une incidence sur le temps, soit l'accélérer, soit au contraire le ralentir. Ça serait génial. Comme c'est dans Heroes, il y en a un qui sait faire ça, je crois. Ouais, je crois, ouais, je crois. Mais tu avais aussi, tu sais, c'était quoi cette série avec les 3 sorcières là? Ah oui, Heu, Charmed. ouais, Charmed, tu sais, il y en avait une qui pouvait figer, le temps. Donc bon, ça c'est pas très utile, mais en tout cas, elle pouvait au moins avoir une incidence minime, minime sur le temps. Tu vois, ce serait quand même génial de pouvoir, rallonger les moments où tu es en vacances et que tu en profites un petit peu, heu, de rallonger les moments où tu es avec tes proches, et que tu passes un super moment et puis de décourter les moments un peu plus désagréables. Non, c'est un bon pouvoir, bon choix, très bon choix. Ouais. On va rebasculer sur un petit peu sur le côté entrepreneurial. Du coup, qu'est-ce qui vous a poussé tous les 2? Pourquoi le high ticket? Comment ça s'est présenté à vous? Comment vous êtes passés de l'hôtellerie au closing, Bah, écoute, par un concours de circonstances, entre guillemets, quand on s'est retrouvés, Vincent et moi, donc il avait quitté aussi l'hôtellerie, on s'est retrouvés tous les 2 et on s'est dit on savait, presque, je veux dire presque instantanément quand on s'est rencontrés. On se fréquentait pas encore et on savait pourtant que lui et moi, on monterait une entreprise tous les 2. C'était, voilà, l'évidence. Je pourrais mmh, pas expliquer comment ou quand, pourquoi, mais on savait tous les 2 qu'on voudrait monter une entreprise tous les 2 parce qu'on s'entend très bien, sur le côté, entrepreneurial, on est complémentaires. Et donc du coup, on a cherché des solutions pour ouvrir un truc, ensemble. Comme on n'avait pas forcément, de connaissances, à acquérir encore en plus, on s'est dit: «Hop, on va faire un blog, devenir un petit peu, influenceur sur tout ce qui est, sport et nutrition», puisque ça, c'est aussi, des choses du coup qui nous passionnent, en tout cas qu'on aime beaucoup. Et en fait, on a pris la formation d'Olivier Roland, blogueur pro. mmh. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, tu peux te dégager des revenus avec un blog, et cetera, mais ça prend, du temps. Voilà, encore une fois, ça prend du temps. Et ça allait pas assez vite pour Vincent, qui a aussi un côté très, Passion? j'aime voilà, c'est un côté très, très faut que ça aille vite. Si tu veux, pour lui, ça a aussi été un choc. Il est quand même passé de cadre, dirigeant, directeur, d'hôtellerie, donc avec quand même un certain, comment je pourrais dire? C'est assez classe quand tu dis, «Je suis directeur d'hôtel», tu vois? C'est un certain prestige, Mmh. à chômeur, hein, puisque du coup, il avait quitté ça, donc la chute a été quand même assez violente. Donc je pense qu'il s'est mis en mode urgence, parce que justement, comme il avait réalisé, bah, qu'on avait failli se perdre, que l'hôtellerie, c'était pas fait pour lui, et cetera. Justement, il avait soif d'autre chose et d'envie. Donc il a commencé à chercher des solutions pour nous permettre de gagner de l'argent plus rapidement. Donc il y a eu le Bitcoin, il y a eu la bourse, enfin il y a eu toutes ces solutions qui se sont proposées à nous, jusqu'au moment où il est tombé sur une vidéo de Dan Lok, sur YouTube qui parlait du high ticket et il m'a dit: «Écoute, Julie, il faut qu'on tente, là-dedans». Et moi j'ai toujours un côté très sceptique, j'ai toujours un côté très analytique, des choses, donc j'ai dit: «Attends, attends, attends, c'est qui lui là? Heu, c'est quoi ce mec? C'est un truc au Canada, qu'est-ce qui nous dit que ça fonctionne en France, et cetera. Et il m'a dit: «Mais écoute, je sens qu'il faut qu'on le fasse». Donc j'ai dit: «Bon, allez, hop, tu sais quoi? Je te fais confiance, vas-y». Donc moi, j'ai continué à gérer le blog, et tous les à côté, donc les vidéos YouTube, et cetera, toute seule. Pendant que lui, il a fait la formation à étiquette. Et quand je me suis rendu compte qu'il avait trouvé un influenceur et qu'il commençait déjà à générer plus de revenus que quand il était, directeur, en peu de temps, je me suis dit: «Eh ben, tu sais quoi? C'est ça l'entreprise qu'on doit ouvrir ensemble». Donc moi aussi, j'ai fait la formation à Etiquette Closer. Et puis on a payé d'autres niveaux de formation, avec Dan Lok. Ça, c'est autre chose, mais on est devenus du coup à Etiquette Closer tous les 2 et on s'est dit: «Bah, voilà, c'est ça l'entreprise qu'on va faire, qu'on va ouvrir, tous les 2. En tout cas, c'est ça la première, parce qu'on a beaucoup d'autres projets en plus. Mais en Mmh. tout cas, ce sera celle-là la première qui va nous permettre d'enclencher toutes les autres. Chouette. Et sur le parcours, il y a eu quelques erreurs ou pas? Bien sûr, ouais, bien Mmh. sûr. Mais pour moi, presque les erreurs, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de positif Mmh. parce que tu apprends toujours de tes erreurs. Tandis que si tout se passe toujours très bien, comment veux-tu apprendre?
C'est pas possible, tu peux pas apprendre. Donc oui, on a fait confiance à des influenceurs qui n'en valaient pas la peine. On s'est fait avoir, hein, concrètement, on s'est fait avoir. On a perdu de l'argent sur un influenceur sur lequel on avait misé. Donc oui, ouais, il y a eu des erreurs, ouais. Pas beaucoup, mais il y en a eu qui, du coup, font que ben, tu retiens la leçon. Ça fait mal, donc tu retiens la leçon. Qu'est-ce qui fait que ça loupe, avec un influenceur, en fait? C'est. Qu'est-ce qui fait que ça loupe? Il y a beaucoup de choses, le côté pas transparent. Je peux comprendre qu'un influenceur, en fait, c'est quelqu'un il faut le voir comme quelqu'un qui a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, de temps et d'argent pour créer un programme, Oui, pour avoir des stratégies marketing, pour faire son copywriting, pour créer sa stratégie de publicité Facebook et cetera. Ça, c'est quelque chose que je comprends, mais à 100. Le truc, c'est que s'il est pas transparent avec nous, si, il donne un tiers des informations au closer, ça ne marchera jamais. Le closer, il a une clause de confidentialité de toute façon. Donc si, il divulgue quoi que ce soit, il peut être poursuivi parce que c'est complètement illégal. mmh, Le truc, c'est qu'il y a des influenceurs qui sont encore très dans la rétention ouais, et le truc, c'est que ça ne fonctionne pas parce qu'un closer, en fait, doit être finalement l'extension de l'influenceur. Si le closer comprend la manière de fonctionner de l'influenceur, la psychologie de l'influenceur, c'est là qu'il close parce que justement, il y a une continuité entre lui et l'influenceur. C'est ça, il faut voir ça comme, non pas comme un employé, un salarié, quelqu'un que tu embauches et puis tu lui dis: «Bah, vas-y, tu closes». Il faut voir ça comme un membre de ton équipe à part entière. Et c'est ça qui fait que ça peut ne pas fonctionner. Après, ce qui peut ne pas fonctionner qu'un influenceur, c'est aussi quelqu'un qui promet de délivrer du résultat à ses clients et qui finalement n'arrive pas à tenir sa promesse. Donc ça, c'est quelque chose qui est terrible pour nous parce que à partir du moment où tu perds ce côté, ben, je crois dans l'influenceur pour lequel je close, tu closes plus. Ton taux de closing descend petit à petit et t'as mmh, beau t'entraîner et encore, de toute façon, ça fonctionnera plus. Si tu n'y crois plus, ça ne fonctionnera plus parce que clairement, l'intérêt, c'est de vendre quelque chose pour lequel les clients ont une vraie transformation. S'ils n'en ont pas, le closer ne croit plus dans le produit, donc ne closera plus. Donc c'est plusieurs petites choses qui font que ça peut capoter rapidement. Mais encore une fois, si l'influenceur comprend la psychologie avec le closer, comprend que c'est un membre à part entière de son équipe et qu'il doit travailler main dans la main avec lui, grandir et évoluer avec lui. Et si l'influenceur a un vrai programme de transformation qui fonctionne, si les clients effectivement bah, font ce qu'ils demandent de faire, hein, parce mmh, qu'il y a toujours je ceux suis qui n'appliquent rien, auquel cas ça ne peut pas fonctionner, il y en a toujours. bah là du coup tu es sûr que ça fonctionne. Quoi. OK, très bien et du coup, tu as forcément appris plein de choses des erreurs que tu as faites. Mhm. Est-ce qu'il y aurait des conseils que tu donnerais à ton toi bah, avant les erreurs, donc avant l'entreprise, donc il y a 2 ans et demi, 3 ans ou Écoute, je crois que c'est le meilleur conseil que je peux me donner, c'est lâcher prise. mmh, De temps en temps, il faut lâcher prise, en fait. C'est vrai qu'on a toujours ce côté, il faut qu'on fasse le miracle morning, il faut qu'on lise plus, il faut qu'on se lève tôt pour profiter de notre journée, il faut des nouveaux clients, il faut être parfait, il faut s'entraîner. Mais à un moment donné, en fait, on n'est pas des machines. À un moment donné, on est juste des êtres humains et à un moment donné, on a juste besoin de lâcher les choses. Hem et je pense que, c'est ça, le conseil que je me donnerais, c'est apprends à lâcher prise. Apprends à reconnaître les situations dans lesquelles tu peux te permettre de lâcher prise pour mieux revenir après en force. c'est un super conseil, que tu donnes. Heu, non parce que du coup, c'est valable en plus dans tous les domaines, tu vois? J'ai pas mal de clients dans la nourriture, enfin dans Ouais, l'alimentation, les régimes, les machins, tout ça. ouais. Et pareil, tu as ce côté-là, les gens, ils se disent, ils veulent que ça soit, en gros tout parfait, genre je commence lundi en début de mois parce que, tu sais pas pourquoi, c'est mieux de le Parce commencer que c'est le lundi en début de mois, tu voilà sais et pas puis il pourquoi. faut surtout pas que je me loupe et puis le jour où tu te loupes, tu culpabilises donc du coup, en fait, tu continues de te louper Tu au lieu de te dire, repars bah dans un voilà, engrenage, ouais, tout à au lieu de fait, te ouais. dire: «Bah, c'est pas grave, ça arrive de se louper» et cetera.
Ouais, ouais, ouais. Je sais, ouais, j'ai eu très longtemps une relation conflictuelle avec mon poids, que j'ai encore, hein, que j'ai encore. Mais finalement, la grossesse, entre guillemets, tu vois le poids qui augmente et de toute façon, tu y peux rien, donc tu as pas le choix. Donc tu apprends à lâcher prise aussi. C'est vrai. Donc j'ai perdu 10 kilos et je me sentais encore mal, dans mon corps parce que je pense qu'on garde la vision de l'ancienne personne avec les kilos en trop et du coup, on voit pas les résultats, qu'on a et j'ai appris aussi à lâcher prise sur la nourriture. Je pense qu'en fait, on a toujours des périodes où, où on est capable d'avoir une alimentation ultra saine, ultra diversifiée et hem et ultra en accord avec tes valeurs et puis il y a des fois où faut lâcher quoi. À un moment donné, il faut lâcher quoi. Encore une fois, on Donc n'est il pas faut des l'accepter. robots. Mmh. À un moment donné, lâche prise, quoi. Alors c'est sûr, si tu lâches prise pendant un an et que tu reprends tous tes kilos, c'est dommage, mais il faut accepter, en fait, des fois, juste de lâcher prise pendant une semaine, ça t'aide à repartir pour 6 mois, tu Mmh. vois? Et c'est pareil dans le business, à un moment donné, il faut lâcher prise, quoi. Je vois là, par exemple, tu vois, l'entreprise est pas ouverte depuis, enfin, elle est ouverte depuis un an, donc c'est pas non plus une entreprise qui a 10 ans d'ancienneté. Je vois à quel point ça a été difficile pour mon conjoint de prendre une semaine de vacances. Pourtant, on a dit: «On prend une semaine de vacances», pas 6 mois, pas 3 semaines. On a dit: «On prend une semaine de vacances» et pourtant, il était toujours avec son téléphone à communiquer avec ses influenceurs. Il était toujours là à prendre des rendez-vous parce qu'il disait: «Oui, mais bon, il y a quand même du chiffre d'affaires à faire, etc. À quel point c'est dur de lâcher prise. Et moi, je savais très bien que j'étais tellement fatiguée que si je lâchais pas prise, j'allais pas pouvoir repartir. Donc c'était qu'une semaine, mais je suis ravie d'avoir pris cette semaine, même si j'ai pas profité de mon conjoint comme j'aurais voulu parce que lui a pas réussi à lâcher prise à 100%. Mais tu vois, c'est bien de se dire à un moment donné, lâche prise quoi. C'est pas forcément la période la plus propice pour ton entreprise, c'est pas forcément la période la plus propice pour ta vie, mais à un moment donné, lâche prise, quoi. Même si c'est 2 heures, une après-midi, une journée, une semaine, lâche prise, quoi. Si à un moment donné, tu peux plus, c'est trop pour toi, tu sais quoi, tu te prends une journée, tu vas faire une journée shopping, tu vas te faire une journée entre filles, tu vas te faire une journée au spa, et demain, tu verras, tu reviendras mieux. Il vaut mieux à un moment donné faire ça plutôt que de s'obstiner et de s'abrutir, et c'est comme ça que tu finis en burn-out ou en situation d'échec, Et franchement. puis en tant qu'entrepreneur, des fois, il y a des jours, tu sais pas pourquoi, ça veut pas, tu essayes, tu machin, ça Exact, exact. et Et c'est ça en même temps le grand kiff d'être entrepreneur, c'est qu'en ouais, fait, tu peux prendre ta journée aussi quand tu veux. Après tout, c'est ton problème si ce jour-là, oui, tu as c'est pas ça. rentré de chiffre d'affaires. C'est Tu pas vois ce que je veux dire? Que quand tu es salarié, c'est plus compliqué quand même de faire ça. C'est quand même vachement plus compliqué. Donc c'est ça aussi l'avantage d'être entrepreneur. C'est vrai que tu as beaucoup plus de «responsabilités» entre guillemets. Si tu fais pas rentrer le chiffre d'affaires dans ton entreprise, personne ne le fera à ta place. Ça, c'est clair. Donc si tu as envie de te dégager un salaire à la fin du mois, il faut que tu engranges quand même un certain niveau de travail, un certain volume de travail. Le truc, c'est que s'il y a une journée où tu es malade, s'il y a une journée où mon fils, sera malade, j'arrive à m'organiser pour dire: «Bah, tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est pas le jour et demain, je ferai mieux». Et c'est ça aussi le bonheur d'être entrepreneur. Franchement, c'est un luxe de pouvoir se dire, bah, tu sais quoi, aujourd'hui, pour X, Y raison, j'ai pas dormi de la nuit parce que canicule, parce que machin, truc, bûche. C'est quoi, je prends ma matinée ou je prends ma journée. C'est ça aussi, pour moi. C'est un peu ce côté pouvoir que je n'ai pas. C'est la seule manière que j'ai de gérer aussi le temps, c'est de se dire, bah, tu sais quoi, aujourd'hui, de toute façon, il y a des jours où tu te dis, j'arrive à rien. Où il y a des jours, à la fin de ta journée, tu te dis: «Mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui?» Tu arrives pas à te dire ce que tu as fait. Mmh, Franchement, on te dit: «Qu'est-ce que tu as fait de ta journée?» Tu dis: «Bah, pas grand-chose. qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? J'en sais rien». Et tu vois, pour moi, ça, c'est du temps perdu parce que Oui, c'est du temps que tu as passé à t'abrutir. et que tu aurais pu faire autre chose de plus Exactement, à faire autre chose, même qui a rien à exactement. voir et ouais. Exactement. Et encore une fois, c'est vrai que quand tu commences à être dans le développement personnel, l'entrepreneuriat, et cetera, tu as forcément des gens qui t'inspirent. Je vois, Steve Jobs, Elon Musk, et cetera, et tu les vois comme des machines de travail, les gars qui s'arrêtent jamais, et cetera, et tu te dis: «Ouais, je dois être comme eux pour réussir», et cetera. Mais le truc, c'est qu'on est tous différents. Il y a des gens qui sont capables de s'abrutir au travail de 7 heures à 23 heures. Tant mieux pour eux. Mais nous, on est différents. Moi, je suis différente. Je sais que j'ai des limites. Je les ai apprises à mes dépens dans l'hôtellerie et ça, je veux plus le revivre. Donc, à un moment donné, tu sais quoi, Julie, tu lâches prise et tu reviendras mieux demain, tu reviendras mieux la semaine prochaine et tu verras. On en Tu revient seras à contente d'avoir lâché prise. ce que tu disais dans les débuts, apprendre à se connaître.
Exactement, ouais, tout à fait. Et C'est la clé. question d'entrepreneur, qu'est-ce que tu ferais s'il y a 1 million d'euros qui te tombaient dessus? J'investirais. J'investirais en moi. Il y a plein de programmes de développement personnel qui me donnent tellement envie. Il y a plein de programmes de coaching, business, qui nous donnent envie. Donc clairement, il y aurait une grosse partie que je garderais, je pense que je garderais au moins 200-250 000 € rien que pour le côté formation, Mmh, parce qu'on aime apprendre, en fait. Une fois que tu as commencé le développement personnel, tu te rends compte qu'en fait, c'est là où tu commences à apprendre. Finalement, c'est pas à l'école. À l'école, tu apprends beaucoup de choses, mais la vraie vie, c'est quand tu commences à sortir de l'école et que tu commences à apprendre d'autres choses qui te servent vraiment pour ta vie à toi perso et business. mmh. Donc je garderais facile, allez, 300 000 € rien que pour les investissements. Il y a un côté où je me ferais plaisir, ça c'est clair. Oui, ouais, ça c'est clair. Un peu de shopping, des super vacances. Je crois que ce serait surtout ça, des super vacances à l'étranger. Mais ce serait pas forcément des vacances luxe. Nous, on aime aussi les vacances un peu mode backpack. Tu vois, Mmh. tu prends ton sac à dos et puis tu vas où le vent te mène un petit peu. Il y aurait une partie, je pense, qui servirait à gâter mes proches parce que c'est important aussi de remercier les personnes qui ont été là pour toi. Ouais. Et pas juste parce que c'est tes parents et que c'est leur devoir. C'est aussi un juste retour, pour moi. Et puis je pense qu'il y aurait une partie aussi que je reverserais à des associations, caritatives qui nous tiennent à cœur, comme des associations qui protègent, les océans, qui protègent les animaux, ou qui donnent accès à l'éducation à certains enfants qui malheureusement n'y ont pas accès. Donc je pense on ferait un peu tout ça. On serait pas trop dans l'achat de biens, tu vois? On serait pas du genre à dire: «Bah, allez hop, on s'achète une voiture, on s'achète une maison, on s'achète, une piscine», tu vois? C'est pas tellement ça. C'est plutôt côté réinvestissement, hem et faire un petit peu profiter les gens, qui en ont besoin et les gens qui sont, autour de nous. Parce que finalement, créer 1 million, quand tu y réfléchis, c'est pas si compliqué que ça. Parfois, c'est pas si compliqué que ça. C'est vrai. Bon, c'est chouette et question plus profonde, plus technique, enfin plus sur votre business. Mmh. Heu, En général, la question que je pose, c'est comment vous feriez pour vous y prendre, enfin, si vous deviez repartir de zéro et tout ça. Là, je vais la Mmh. reformuler parce que vous avez lancé l'entreprise il y a pas si longtemps que ça C'est ça, ouais. et donc du coup, c'est plutôt vous, comment vous y êtes pris pour, vous dire: «Bon voilà, aujourd'hui, on n'a personne». Comment est-ce que vous allez contacter les influenceurs? Comment vous y prenez en fait? Quels sont vos moyens d'arriver à aller, chercher les gens, chercher les clients? Parce qu'en fait, peu importe l'entreprise qu'on a, même dans l'infoproduit, l'infoprenariat et tout ça, Mmh. une des plus grosses problématiques des gens, c'est comment je fais pour aller chercher des gens? Tout le monde mise sur, «Il me faut du trafic» et tout ça. Heu, voilà, vous, comment vous y prenez, Écoute, le premier influenceur qu'on a trouvé, on s'y est pris de manière classique, c'est-à-dire que Vincent a fait des recherches sur Facebook. Alors, ce qui est bien avec Facebook, c'est qu'une fois que tu fais des recherches, après, tu es automatiquement retargeté dessus. mmh, Des fois, tu as des trucs qui te tombent dessus, tu rien demandé, mais finalement, c'est pas plus mal. Ça te tombe dessus au bon moment, on va dire. Il a recherché un coach, entrepreneur, etc. Et puis, il a ce qu'on a fait, ajouter de la valeur. C'est-à-dire qu'il s'est fait inviter dans son groupe privé Facebook et au lieu de dire: «Hey, je suis un ticket closer, viens, on travaille ensemble», il a ajouté de la valeur, c'est-à-dire qu'il a donné son avis sur ses posts, il a posé des questions, il s'est intéressé et du coup, forcément, c'est comme ça qu'il s'est fait remarquer. mmh, Donc c'est comme ça qu'il a trouvé le premier influenceur. Hem Et j'ai envie de te dire, le deuxième, qui est la personne avec qui je travaille maintenant depuis plusieurs mois et avec qui ça se passe très, très bien, c'est, un ami, autre closer qui nous l'a recommandé, parce qu'elle cherchait une femme. Donc là, ça s'est fait par le bouche à oreille et depuis, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de enfin on essaye. Finalement, on est naturel, donc on fait les choses bien, on fait les choses comme on l'entend avec Vincent et ça se passe très bien avec nos influenceurs et en fait, c'est eux, qui font notre pub. C'est bête à dire, mais nous, on ne dépense, on dépense 0 € en publicité pour trouver des influenceurs. Ça n'est que du bouche à oreille.
le monde de l'influenceur, du coaching en ligne, en tout cas, il est très petit Oui, en France. Donc, une fois que tu en connais un, bah, tu as accès à 100 autres, éventuellement. Ça ne veut pas dire que tu travailleras avec les 100 autres, mais finalement, tu vois, c'est quand même un monde très petit. Donc, ce qu'on fait de mieux, c'est qu'on amène les contrats qu'on a actuellement au mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut. On agit en toute transparence avec eux. On les conseille, on les coach aussi un petit peu sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas grâce à notre expérience de closing. mmh, Et finalement, eux nous recommandent à d'autres personnes. Donc, malheureusement, j'ai pas de tips à donner sur comment trouver des influenceurs, mis à part la première technique qui pour moi est la bonne, c'est-à-dire que tu fais des recherches sur Internet, sur LinkedIn, sur Facebook, et tu ajoutes un maximum de valeur. Tu ne spoiles jamais les influenceurs en mode hey, travaille avec moi, je suis un closer, etc. Tu sais même pas s'ils sont à la recherche d'un closer, donc ça sert à rien. Au moins, tu ajoutes de la valeur. Donc, c'est pour ça que si tu veux ajouter de la valeur de manière intelligente, il faut que ce soit quelque chose qui résonne en toi. N'ajoute jamais de la valeur sur un truc pour lequel tu crois pas, mais tu vois juste que le package, il est à 100 000 euros et du coup, ça fait gling gling dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois bien. Ça sert à rien du tout. Tu gagneras rien du tout, mis à part avoir une mauvaise réputation si jamais tu closes pas assez ou si jamais tu spoil le Facebook de la personne en question. Donc fais-toi remarquer de manière intelligente. C'est ça mon meilleur conseil, ce serait fais-toi remarquer de manière intelligente. Mais c'est vrai que nous, finalement, c'est les gens qui viennent à nous et pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas. Et c'est marrant parce que ça va totalement dans la philosophie que j'essaye de faire passer sur Laboratoire du web, de casser un peu les mythes je sais pas moi, toutes les, genre je monte une chaîne YouTube, ça fonctionne tout seul, je vais faire de la pub en dropshipping. Enfin, les gens cherchent toujours des solutions, magiques Mmh. Et facile. et faciles et pour lesquelles ils peuvent se cacher, derrière leur écran sans tu vois, sans qu'il y ait trop de relations humaines. Mmh. Et finalement, moi, de la même manière que vous, les clients, comment je les ai eus? Bah, c'est en allant sur des groupes Facebook, en discutant, en allant après en Messenger, tu échanges avec les gens, tu les aides et puis, heu et puis, bah, du coup, C'est tu ça. finis par avoir des clients ou comme je t'avais dit tout à l'heure, là, les clients, j'étais moi-même client de leur programme et j'en ai profité pour faire de la des formations professionnelles pour les conseiller sur, leur marketing et puis finalement ça devient des clients. Et puis là, récemment, il y a eu 2 personnes que j'ai contactées aussi, un peu de la même manière Mmh. et qui m'ont répondu, «Ah bah tiens, c'est marrant, je savais pas que tu étais dans ma liste, enfin, je savais pas que tu lisais mes mails, j'ai entendu parler de toi par un tel et un tel», et c'est là que tu t'aperçois qu'effectivement le monde est petit, Exactement, ouais, et c'est pour ça qu'en fait, si tu commences à communiquer sur, ce que tu penses que les gens attendent et non pas sur ta vraie personnalité, c'est là où à un moment donné, ça va poser problème. Et que le monde soit petit ou au contraire, il y a une grande diversité d'offres, hein, mmh, ça fonctionne pareil. Tu dois être, toi-même, tu dois être, ta vraie personnalité parce que finalement, tu ne dois pas jouer un rôle, que ce soit dans ta vie perso ou dans ton business, et c'est ça qui fonctionne le mieux parce qu'une fois que tu vas trouver des partenaires, tu sais que ça ne peut que fonctionner. Tu connais la personnalité du partenaire, si lui a été 100 transparent avec toi, toi tu sais que tu as été 100 transparent avec lui. Donc tu sais que ça va fonctionner, tu le sais. Et il y a un moment donné où tu le sais parce que vous avez les mêmes valeurs ou parce que vous avez la même vision des choses. Donc franchement, il vaut mieux être transparent à 100 plutôt que de jouer un rôle ou de se surévaluer, de se survendre, vis-à-vis des personnes qui prennent contact avec vous. Soyez juste vous-même, en fait. C'est ça votre meilleure marque de fabrique, en fait. oui, et comme tu l'avais dit un peu plus tôt aussi dans l'interview, l'objectif c'est pas de se vendre, enfin c'est pas de vendre, c'est, de conseiller, d'aider et c'est comme ça que la transaction finit par se faire. Exactement, toujours ajouter de la valeur, avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Tu vois beaucoup de ces genre, tu les ajoutes en amis et puis, 3 secondes après, «Viens liker ma page», machin, tout ça. Mais Ah, c'est horrible, il c'est affreux, ouais. il Ouais, faut non, arrêter. franchement, c'est vraiment tu te dis: «Bon, en fait, je suis une machine à liker, en fait. Ouais, c'est Une ça. machine à m'abonner à des groupes, mais le mec, s'en fout de moi, en fait». Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire, ouais, Et d'ailleurs et il y a un livre qui est super là-dessus, sur cet état d'esprit, ça s'appelle Go Givers. C'est un livre, un petit livre rouge qui se lit franchement
en une journée, hein, si c'est un livre qui te passionne. Bon, c'est vrai que c'est en anglais, donc c'est un petit peu, compliqué si on parle pas anglais. Mais c'est vraiment un livre qui résume ce mindset de d'abord donner avant de recevoir et c'est ça, en fait, le mindset que tu dois avoir dans ton business. C'est tu donnes parce qu'à un moment donné, tu vas recevoir. Alors ça veut pas dire que toutes tes prestations doivent être à 0, parce qu'à un moment donné, tu as une expertise, hein, tu as quand même, du background dans ton métier, donc tout background doit être payé, hein, Mmh. à sa juste valeur. Mais en tout cas, la manière de trouver du business, de trouver des nouvelles personnes, pour moi, ça commence par ça. C'est-à-dire, sois transparent, sois toi-même et ajoute un maximum de valeur. Pense déjà à l'autre, intéresse-toi déjà à l'autre avant de penser à toi. Et c'est ça toutes les bases du closing. Un bon closer, c'est un closer qui va s'intéresser à la personne qu'il a au téléphone, qui va sincèrement s'intéresser à cette personne, pas lui poser des questions de manière automatique comme un robot. C'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment au background, au passé et à la situation présente et au futur, aux envies de la personne qu'il a au téléphone et qui va décider ensuite s'il le close ou pas. Parce que le principe du closing, c'est pas de vendre à tout le monde. Le principe du closing, c'est de mettre en relation le bon client avec le bon influenceur. Si ton client n'est pas prêt, si ton client n'a pas forcément l'argent, ou si ton client n'a pas besoin du programme pour lequel toi tu es au téléphone, le closer ne va pas le lui vendre. C'est clairement pas l'intérêt. Donc c'est ça le closing, c'est un profond intéressement en fait vis-à-vis de l'autre. Euh, et donc ça veut dire que toi tu es obligé de te mettre un petit peu en recul par rapport à ça, parce que si tu penses commission, j'ai besoin de closer parce que j'ai besoin d'argent, forcément, tu vas pas t'intéresser à l'autre de manière tout à fait transparente. Et c'est ça le principe du closing, c'est que tu t'intéresses d'abord à l'autre. Et si effectivement, tu vois que ça peut être un bon fit avec l'influenceur et surtout que le client en a besoin parce qu'il a besoin de régler sa situation actuelle, là seulement ton job, là vraiment ta mission numéro un, c'est de le closer pour lui amener une solution à son problème. Parce que ça, le closing, c'est amener une solution à un problème particulier à une cliente ou à un client. Donc c'est ça le closing. Tu t'intéresses d'abord à la personne et si tu vois que c'est le match 100%, là effectivement tu commences ton rôle de closer et tu closes la personne pour, alors ça paraît des fois bête hein, ce qu'on dit, mais finalement c'est lui rendre service parce que tu lui apportes quand même une solution à un problème et généralement 80% des personnes que tu closes à la fin te disent merci parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, elles auraient pu, passer complètement à côté et donc du coup, elles te remercient d'avoir été, encore une fois, transparent avec elles. D'ailleurs, petite astuce de sportif, en gestion de mental. Mmh. On a souvent tendance, beaucoup en sport du coup, c'est pour ça que je dis ça, à se fixer des objectifs de résultats, Mmh. au lieu de se fixer des objectifs de maîtrise. En gros, je sais pas moi, je vais courir ces X bornes en -2. Mmh. C'est le meilleur moyen de ne pas y arriver, tout comme, bah, je sais pas, je vais, essayer de, closer, 3 personnes aujourd'hui et tu vois? Alors qu'en fait, il vaut mieux se fixer un objectif de maîtrise qui est beaucoup plus, facile à mettre en place, genre, je mets en place ma technique de course, je fais ci, je fais ça. Ou pareil pour les clients, allez, je donne tout, j'essaye d'aider cette personne au maximum, tu vois? De faire des objectifs vraiment de maîtrise, Mmh. et Exactement, Et je pense que c'est une exactement. technique qui fonctionne effectivement hyper bien en sport, parce que moi je l'ai mis en place pour, quand j'avais préparé l'Ironman, mais ça marche très bien aussi en entrepreneuriat. Exactement, ouais. Parce que de toute façon, si tu commences ta journée en disant: «J'ai 3 rendez-vous, je veux closer les 3», tu peux être sûr qu'à la fin de ta journée, de toute façon, tu auras pas closé les 3. Parce que si tu encore une fois, si tu es un bon closer, tu t'intéresses déjà à la personne, donc tu peux pas prévoir ton taux de closing, tu peux pas le prévoir parce que tu peux très bien avoir des touristes, au téléphone, Mmh. tu peux très bien avoir des gens qui n'ont pas besoin de cette solution, comme tu peux très bien avoir effectivement 3 rendez-vous de personnes super intéressées qui ont besoin de ça et qui vont acheter. Auquel cas, tant mieux, mais en fait, tu ne peux jamais prévoir ton taux de closing, jamais. Ouais. Hem, Où est-ce que l'on peut vous retrouver pour les gens qui écoutent? Bah, écoute, le moyen le plus simple de nous retrouver, c'est quand même sur nos profils personnels, donc Julie Lepage ou Vincent Motch.
sur Facebook. Après, il y a toujours notre site internet, donc closerevolution.com. Mais le plus simple, quand même là où on est le plus réactif, c'est quand même sur, nos profils personnels ou sur notre page, Facebook, Vincent et Julie. OK, parfait. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Bah, écoute, mis à part que ça a été une interview très très agréable et que c'est la première fois qu'on me demande autant de background sur quand j'étais plus jeune et je trouve ça très très intelligent, très smart parce que, effectivement, il y a peut-être des gens qui vont écouter cette interview et qui ont encore cette croyance «Mais non, mais moi je peux pas être entrepreneur, je j'ai pas le bon mindset» ou mes parents étaient pas entrepreneurs, donc je peux pas l'être, ou j'ai pas assez d'argent. On a toujours plein de fausses croyances Mmh, sur l'entrepreneuriat ou sur plein d'autres choses. Et l'important, en fait, c'est d'abord d'ouvrir son état d'esprit, d'ouvrir sa curiosité, de chercher des solutions sur si vraiment tu as envie d'être entrepreneur parce que tu as un pourquoi aussi qui est très fort. Hein. Si tu n'as pas de pourquoi, ça sert à rien, tu vas te planter mmh. ou parce que c'est l'évidence, hein, comme on a dit tout à l'heure. Si vraiment tu as un pourquoi important, en fait, ne te mets pas des barrières tout seul dans les roues, en fait. Parce que quand tu te dis: «Oui, mais moi j'ai pas fait d'études» ou «Mais moi j'étais nulle à l'école» ou «Moi mes parents étaient pas entrepreneurs» ou «Mais pour moi c'est moins facile parce que X, Y raison», tout ça c'est du bullshit, en fait. Tout ça c'est du bullshit qu'on se dit à nous, juste parce qu'en fait, en réalité, on a les chocottes. En réalité, on a les chocottes, c'est surtout ça. Mmh. Donc vraiment, vraiment, je trouve ça intelligent d'essayer d'interviewer un max de personnes avec un max de backgrounds différents parce que voilà, moi, je suis une personne, lambda en fait, hein. J'ai pas eu d'énormes brisures, dans ma vie. J'ai pas eu d'énormes, drames, j'ai eu une enfance, je dirais classique, tout à fait normale. C'est vrai que j'ai eu des parents entrepreneurs, donc il y en a qui peuvent très bien se dire, «Ah oui, mais elle, ses parents étaient entrepreneurs, donc c'est plus facile pour elle». Mais au contraire, je dirais que c'est presque plus dur parce que j'ai vu tous les sacrifices qu'ils ont faits, j'ai vu, toutes les activités que les autres enfants faisaient avec leurs parents parce qu'ils étaient salariés et donc peut-être moins fatigués, peut-être moins stressés, parce que de toute façon, eux, ils ont un salaire qui tombe, en automatique à la fin du mois. Mais je crois qu'il faut juste partir du principe qu'il vaut mieux se connaître, déjà soi, ne pas se mettre de bâtons dans les roues avec des fausses excuses et chercher un maximum de solutions pour arriver, à nos fins si vraiment c'est un rêve, qui nous donne envie et que ce soit avec l'entrepreneuriat ou avec, toute autre chose. OK, eh bien écoute, je ne rajouterai rien, c'est toi qui auras le privilège du mot de la fin. Bah, écoute, le mot de la fin, je te dirais, c'est, hem croyez en vous, croyez en vos rêves et à partir du moment où vous êtes en adéquation avec vos valeurs, bah, foncez. Vous êtes jamais sûr de rien, il y a jamais de bon moment, mais l'important, c'est de foncer parce que le plus important dans la vie, c'est surtout de ne pas avoir de regrets et Fabien, merci beaucoup pour cette interview, riche en partage entre toi et moi. Super, merci beaucoup Julie, à bientôt. Merci à toi et à bientôt. Ciao. Ciao.